Faire le bilan de 50 ans de vie intellectuelle et politique en France, c'est l'ambition du dernier livre de Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre dernier livre, Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018, est publié au Seuil. C'est l'histoire d'un demi-siècle de la gauche, en tout cas l'histoire d'une gauche, celle dont vous avez été un témoin et un acteur à certains moments. Avant d'en parler avec vous, je voudrais d'abord que vous présentez, vous définir. Alors, vous êtes quoi? Historien, sociologue, agitateur d'idées? Agitateur d'idées, ça c'est une définition très générale, mais je suis d'abord, disons, historien et philosophe politique. Et depuis longtemps, mon vrai sujet d'étude, c'est de comprendre l'histoire de la démocratie et de l'éclairer, car la démocratie n'est pas un long chemin tranquille, mais la démocratie est une expérience qui est semée d'embûches et de retournements. On va le voir, 50 ans de démocratie en France. Pour vous, on peut dire que tout a commencé en mai 68 ou à peu près. Vous aviez 20 ans, 68? Oui, j'avais 20 ans, 68, mais il est vrai que quand on parle de 68, il ne faut pas simplement parler des événements. 68 marque une date dans une décennie qui est une décennie de grande transformation et qui n'est pas simplement de grande transformation en France, mais partout dans le monde. Ouais. Il y a eu des mouvements étudiants en 68 aux États-Unis, au Mexique, en Italie et partout ailleurs, mais surtout, c'est un basculement des sociétés industrielles. Ouais. Les sociétés industrielles vont être marquées par de nouvelles aspirations. Après la grande progression collective qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, en France particulièrement, eh bien, se fait jour une aspiration à plus d'autonomie, à considérer que chaque individu doit exister personnellement. Et donc, c'est 68 est le symbole, pourrait-on dire, et le moment un peu de basculement de tout cela. C'est ce que vous appelez, d'ailleurs, un chapitre de votre livre s'intitule comme ça, Enthousiasme, exploration. C'est une époque d'enthousiasme et de promesses. Ben oui, il y a le sentiment, moi j'avais 20 ans, 68, et le sentiment que l'avenir était devant nous. D'abord, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui pour un jeune, le sentiment que le marché de l'emploi va être difficile. Non, il était à l'époque très, très ouvert. Et puis c'était le sentiment que c'était un temps des promesses, c'était un temps des explorations, c'était un temps des possibles. Ouais. C'est le sociologue Alain Touraine que vous citez disait que c'était l'élargissement du champ des possibles. C'était très joli. Exactement, ben c'est vraiment ça. Et comme aujourd'hui, au contraire, c'est un temps de morosité, c'est un temps de désenchantement, eh bien j'ai voulu comprendre comment on était passé des enthousiasmes, du sentiment de possible, l'imagination au pouvoir, disait-on aussi, à cette espèce de piétinement, d'engourdissement de nos sociétés. Alors traditionnellement, il y avait l'extrême gauche, et puis il y avait la gauche de gouvernement, qui va être incarnée par Mitterrand. Oui. Et alors, vous avez essayé, vous, avec quelques autres, de créer ce qu'on appelait la deuxième gauche. Qu'est-ce que c'était, cette deuxième gauche? La deuxième gauche, c'était la volonté de marier le réalisme politique, le sens du réalisme, le sens du gouvernement, pas simplement une gauche de protestation, mais une gauche capable d'action, une gauche responsable, mais en même temps, une gauche qui assume, en quelque sorte, l'orientation, les utopies qu'il y avait en 68, c'est-à-dire celle d'une émancipation des individus, celle d'une libération du travail, et sans retomber dans les ornières, je dirais, du début du XXe siècle, à savoir un socialisme défini simplement par les nationalisations, par une forme de collectivisme. C'était une deuxième gauche qui s'incarnait par des hommes politiques, notamment Michel Rocard, on va en parler, mais aussi par des syndicats, par la CFDT, auquel vous avez participé très directement. Quand je suis sorti, j'étais étudiant à HEC. Quand je suis sorti d'HEC, ce qui était un itinéraire atypique à l'époque, je suis devenu tout de suite secrétaire confédéral. Donc de HEC, vous êtes passé à la CFDT. Exactement, mais c'était un itinéraire qui maintenant paraît assez bizarre, mais qui, dans l'atmosphère de 68, apparaissait tout à fait normal parce que la CFDT avait été très proche des étudiants et que la CFDT a été le syndicat le plus en prise, je dirais, avec l'esprit de 68. Cet esprit d'autonomie, cet esprit de liberté, et le mot autogestion a été celui, bien sûr, qui a traduit cet esprit-là à ce moment. Mais malheureusement, ça n'est resté qu'un mot. L'autogestion. Ça n'est pas resté qu'un mot. Parce que si on voit tout ce qui a constitué 68, il y a une chose qui a continué. C'est la recherche de la conquête de droits individuels. Un des grands tournants qu'il y a dans les années 60 et après 68 en particulier, c'est le changement dans les rapports hommes-femmes. Oui. C'est le changement dans les rapports entre les étudiants et les professeurs. Certes, mais on ne peut pas dire que dans les entreprises françaises, le modèle d'autogestion se soit imposé. Non, mais il y a eu un nouveau type de conflit. Les salariés ont commencé à prendre la parole.
il y a eu des groupes d'expression qui sont mis en place, et puis aussi parce que la présence syndicale était renforcée. La section syndicale d'entreprise date de 68. Alors, il y a eu cette aspiration, elle n'a pas changé le monde partout, mais elle a quand même, en profondeur, commencé à changer la société. Alors, il faut qu'on avance dans le temps, et après l'enthousiasme du début, il y a après les années 70, c'est ce que vous appelez le temps du piétinement, de la léthargie, de l'engourdissement, les idées en jachère. On peut plus ou moins le situer à 83, en fait, c'est le tournant de la rigueur avec Mitterrand. Oui, le tournant de la rigueur est même tout simplement le tournant de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Parce que la gauche au pouvoir arrive avec un capital intellectuel qui est celui du programme commun, qui avait été décidé avec le Parti communiste en 1972, et qui était tout de même un programme de transformation très traditionnel. Et donc, dès l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a eu les grands changements, justement, de l'ordre des droits de l'homme, la suppression de la peine de mort, les radios libres, les changements avec les lois Auroux sur le droit du travail, tout un ensemble de mesures concernant aussi les droits des femmes. Il y a eu une progression pendant 2 ans. Mais sur le reste, effectivement, il y a un piétinement parce que la vision sociale et économique qui avait été celle du programme de gouvernement, eh bien, elle était assez passéiste. Vous dites d'ailleurs quelque part que cette victoire politique de 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec le recul, ça a peut-être été un piège. C'était un piège au sens où la gauche a pensé qu'elle devait durer. Avant, la gauche, elle ne faisait que des incursions au pouvoir, et puis vite, elle battait la retraite en laissant à la droite le soin de gérer, de remplir les caisses qu'elle avait vidées. Mais là, il y a eu le sentiment que durer était une qualité. Mais durer était une qualité, mais il y avait une panne des idées qui commençait à se faire. Et l'engourdissement, c'est ça. C'est cette espèce de piège entre un réalisme qui est une valeur, mais en même temps, qui est un frein si on n'a pas d'idée. Et au fond, la gauche, actuellement, on peut dire qu'elle est en voie de disparition, parce qu'elle est en panne d'idées, tout simplement. On va reparler de la gauche d'aujourd'hui, mais un mot sur Rocard, parce que c'était un homme proche de Mitterrand, en même temps détesté par Mitterrand. Leur combat politique est légendaire. Qu'est-ce qui a manqué à Rocard pour s'imposer? C'est justement, il était trop réaliste? Non, pas seulement. Il était très réaliste, c'est sûr, mais il n'était pas un politicien. Il n'était pas un politicien, et en ce sens-là, il ne pouvait pas, je dirais, battre Mitterrand, qui lui il avait un sens tactique accompli, il avait un sens de la gestion et de la manipulation des hommes. Il a humilié Mitterrand. Bien sûr. Et Rocard aussi avait une qualité qui était un défaut en pouvoir, c'est qu'il n'avait pas une espèce de volonté personnelle du pouvoir. Alors je pense que on ne peut pas aspirer à être président de la République si on n'a pas un peu d'illusion sur soi, si on ne prétend pas pouvoir incarner le pays. Le faire, c'est à la fois un grand projet, mais peut-être une grande illusion. Alors on avance, vous dites, dans les années 90, les intellectuels de gauche, et là on revient à ce que vous êtes, vous, fondamentalement, ont glissé, vous n'en faites pas partie, vous, mais certains, en tout cas, ont glissé vers un néoconservatisme, avec un retour à la nation et à l'ordre. On peut presque dire que ce sont devenus des hommes de droite. Oui, c'est certain qu'il y a eu, devant cette espèce de piétinement, il y a eu 2 façons de réagir au piétinement. D'un côté, certains ont dit il faut réagir au piétinement, et, je dirais, sont passés dans une gauche de posture. En disant c'est inacceptable, mais n'avaient plus d'idée d'action. Il y a toute une partie du monde intellectuel et aussi du monde politique qui s'est développé en gauche de posture. Et grosso modo, en n'ayant plus de projet de transformation, simplement un projet de protestation. Et certains ont tourné en quelque sorte les idées positives en projet conservateur, en disant le problème n'est plus de transformer le monde, le problème est d'éviter qu'il ne se défasse. Vous savez, c'était une expression qu'avait employée Camus dans son discours de réception au prix Nobel. Mais ça a été en quelque sorte récupéré sur un mode conservateur, et beaucoup ont pensé que revenir en arrière, défendre des valeurs traditionnelles, eh bien, c'était un combat, en tout cas, qui méritait d'être mené. Et là, on peut citer des gens comme Chevènement, par exemple. Qui sont, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, dès 1983, dit que le problème n'est plus de construire le socialisme, mais de retourner au terrain de l'idée républicaine. Alors, venons à notre époque. Aujourd'hui, est-ce que la gauche, vous y croyez toujours? Et si vous y croyez toujours, qui pourrait incarner cette gauche aujourd'hui en France? Voilà la question. Qu'est-ce que veut dire d'abord être de gauche? Oui, mais être de gauche, il faut faire la distinction, me semble-t-il, entre des partis de gauche qui, grosso modo, sont aujourd'hui dans l'état de faiblesse que l'on connaît, et puis les aspirations sociales de gauche. Une aspiration au progrès, une aspiration à davantage
davantage de droits, une aspiration à redéfinir les règles de la justice sociale, une aspiration aussi à une démocratie plus active. Et ça, vous le trouvez où aujourd'hui? Une démocratie... disons que ces idées commencent à être dans l'air, mais ces idées n'ont pas d'incarnation. C'est ça la question. Et qu'elles ne peuvent pas s'incarner, me semble-t-il, pour l'instant, dans les partis de gauche traditionnels, parce qu'ils luttent pour la survie et ils ne sont pas en position de repenser, je dirais, leur projet. Alors vous en parlez aussi dans le livre, il y a la question de l'Europe qui divise la gauche. On pourrait évoquer les questions de l'immigration, du populisme, ce sont toutes des questions fondamentales, où il y a des clivages à l'intérieur de la gauche. Macron, vous le situez où dans cet échiquier politique? Je dirais qu'Emmanuel Macron est un personnage typique des temps que nous vivons. C'est un être hybride. C'est-à-dire qu'au début, on l'a compris comme quelqu'un qui pouvait être proche de la deuxième gauche, à la fois modernisateur et social. Et puis peu à peu, on a vu qu'il était modernisateur, mais en étant beaucoup moins social. Et qu'il était à la fois libéral en économie et très autoritaire dans sa façon de gouverner. Qu'il avait aussi des accents très souverainistes. Et je crois que dans ces moments de désarroi, qui sont les moments d'aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde se multiplier ces personnalités politiques hybrides, qui sont difficiles à définir parce qu'elles sont à la fois conservatrices par certains aspects, libérales en économie par d'autres, nationalistes d'un certain point de vue et en même temps avec un rapport à la société qui peut être un rapport assez distant. Le bilan que vous avez fait pour la gauche en France, elle est valable pour toute la gauche européenne qui est bien malade partout? Bien sûr, je pense, mais même plus largement. On pourrait dire c'est pour tous les partis de progrès dans le monde aujourd'hui. Alors, dernier mot sur la démocratie, parce que c'est un thème qui a occupé à peu près toute d'ailleurs votre vie. Vous avez écrit des dizaines de livres sur le sujet. Ça ne se résume pas aux élections et vous dites que la performance démocratique des élections est en déclin. On pourrait dire comme en mai 68, élection piège à con? En tout cas, que l'élection ne fait pas la démocratie. Pourquoi? Parce que l'élection, c'est choisir et nommer des gouvernants. Et donc, on pourrait dire que c'est une démocratie de nomination, une démocratie qui donne un permis de gouverner. Et il faut améliorer la qualité démocratique des élections. Comment? En évitant le cumul des mandats, par exemple, en ayant davantage de parité pour que ce soit plus représentatif. Mais aussi, il faut construire ce qu'on n'a pas assez fait jusqu'à maintenant, une démocratie permanente, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle le citoyen ait le sentiment qu'il a son mot à dire et qui garde un œil sur les pouvoirs. Vous savez, il y avait un grand théoricien anglais qui s'appelait Bentham qui disait « La démocratie, ça n'est pas simplement organiser la voix du peuple, c'est organiser l'œil du peuple ». Eh bien, cette démocratie permanente, elle reste à inventer et elle reste à mettre en place pour que ce que nous avons vu aujourd'hui ne se reproduise plus. C'est le sentiment qu'il y a des citoyens qui sont déboussolés parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Vous faites allusion aux Gilets jaunes, bien entendu. Exactement. Merci Pierre-Rosan Vallon. Je rappelle le titre de votre livre, Notre histoire intellectuelle et politique, 68-2018 aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.